Un jeune millionnaire reçut un appel d'un numéro inconnu. « Papa, peux-tu venir me chercher ?» Personne ne savait qui était le garçon ni pourquoi il l'appelait « Papa », mais ce que fit ensuite le millionnaire laissa tout le monde sous le choc. Dehors, le temps était devenu froid. Des rafales de vent soufflaient du nord sur Everfield Heights, un quartier de maisons soignées rarement éclairé. Au numéro 42, le silence régnait. À l'intérieur de la paisible maison à 2 étages, aucune chaleur ne se dégageait. Une douce lumière jaune se répandait sur les murs d'un blanc pâle, projetant l'ombre du beau-père de Greg Lucas, assis sur le canapé du salon, les yeux rivés sur la porte. Ses 2 mains agrippaient la télécommande, même si l'écran était éteint depuis un bon moment. 20 minutes plus tard, la mère de Maggie Lucas était assise à la table, les doigts serrés. Son regard se porta vers l'escalier menant à la chambre de la petite Mila. Le dîner était froid depuis longtemps, 3 assiettes de riz étaient restées intactes, une chaise visiblement vide. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le vent s'engouffra derrière les pas mouillés du garçon de 14 ans. Sa veste sombre était trempée. Une sangle de son sac à dos s'était cassée, traînant sur le parquet dans un léger frottement résonnant. Il expira avec difficulté, sa main se recroquevillant lorsqu'il vit Greg se lever. « Où étais-tu » demanda Greg d'un ton égal mais lourd comme la pierre. « J'aidais un ami. » Ses livres se sont répandus devant le portail de l'école. « Quel ami ? Alex ?» C'était ce pauvre petit sale. Greg l'interrompit en reculant comme si la saleté pouvait l'atteindre à travers les paroles de Lucas. « Tu sais seulement quelle heure il est ?» Lucas resta silencieux, cherchant du regard sa mère, guettant un signe de secours. Maggie baissa simplement la tête, les poings toujours serrés. « Va te laver et manger, » dit Greg, sa voix basse mais portant une menace comme une lame. Lucas passa devant la table en silence. Alors qu'il s'approchait de sa chaise, Greg fit demi-tour et tira sur la bretelle cassée de son sac à dos. « Pas de dîner pour toi. Les enfants qui ne respectent pas le temps ne méritent pas de s'asseoir à cette table. » Le bruit d'un sac déchiré résonna dans la pièce. Lucas tituba tandis que le sac tombait, et un petit morceau de papier vola hors de la poche de sa chemise, emporté par le vent du ventilateur de plafond. Une carte de visite usée, le coin froissé, Daniel Reed, Westbridge Capital. Greg se pencha et la ramassa. Son regard s'assombrit. « D'où sortent ces conneries » siffla-t-il en froissant la carte dans son poing. Lucas tendit la main vers elle, mais Greg fut plus rapide. Il jeta la carte dans la cheminée et alluma un briquet. « Personne n'a besoin de savoir qui est cet homme, et tu n'as pas besoin de t'en souvenir. » Des flammes s'enroulèrent autour du papier. Lucas resta figé. Maggie ne disait toujours rien, fixant Greg, les lèvres pincées, comme si elle retenait un sanglot. « Tu salis la maison. Sors. » La voix de Greg était basse et tendue. Lucas se tourna une dernière fois vers sa mère. Dans l'escalier, la petite Mila était apparue, serrant son ours en peluche contre elle, les yeux écarquillés par la peur. « Greg, s'il te plaît. » murmura finalement Maggie, la voix tremblante. Greg ne répondit pas. Il se dirigea vers la porte, la déverrouilla, puis se tourna vers Lucas. Dehors. Lucas sortit et la porte claqua derrière lui. Une fine bruine tomba du ciel fine mais froide. Il resserra son manteau et s'assit sur les marches du porche, les genoux contre la poitrine. Il ne pleura ni ne cria, ses yeux fixèrent simplement l'allée à côté de la maison, où le lampadaire projetait une faible lumière. Il ne se souvenait plus combien de fois cela s'était produit, une fois pour avoir oublié du lait, une autre fois pour avoir fait tomber un verre, une autre fois pour avoir ri trop fort pendant l'émission de Greg. Mais jamais il n'avait ressenti une telle déchirure. Chaque goutte de pluie devenait glacée sur son front. Il glissa la main dans la poche de son manteau au vide. La carte de visite avait disparu. Cette carte n'était pas seulement une information, c'était la preuve que quelqu'un avait existé et lui avait laissé quelque chose, aussi infime fût-il. Il avait mémorisé ce numéro, le répétant sans cesse non pas pour l'appeler, mais simplement pour savoir qu'il serait là au cas où un jour viendrait où il serait trop dur à supporter. Puis il se souvint, il avait griffonné le numéro une fois sur la couverture intérieure de son cahier. Il ouvrit son sac à dos, feuilleta les pages trempées et voilà, les chiffres, sans nom. Il ne savait pas si l'homme se souviendrait de lui ou même répondrait, mais il composa le numéro. 3 sonneries. Puis une voix masculine grave, « Bonjour, ici Daniel ?»« Papa, c'est moi », s'étrangla Lucas en serrant plus fort son téléphone. « Tu peux venir me chercher ?»
Sur le toit-terrasse du 32e étage de l'hôtel Clarion, Daniel Reed se tenait figé. En contrebas, la célébration du 20e anniversaire de Westbridge Capital résonnait encore de champagne et de rire. La brise nocturne apportait des notes d'alcool fort et de parfums coûteux, mais Daniel n'y prêtait aucune attention. Son esprit tournait autour d'un seul mot, papa. Il se pencha pour récupérer ses clés de voiture et se dirigea vers l'ascenseur sans au revoir ni explication. Dans la salle de bal, il lui fallut moins de 90 secondes pour disparaître. Sur l'autoroute quittant la ville, Daniel serra le volant. L'horloge indiquait 23h18. Les lumières des panneaux de signalisation défilaient comme des étincelles sur de vieux souvenirs. Comment ont-ils eu mon numéro? Se souviennent-ils de moi? Est-ce que je me souviens encore de leur visage? Une image floue surgit, un enfant de 4 ans sur les genoux de sa mère tandis qu'un taxi quittait l'appartement qu'ils partageaient autrefois. Maggie ne se retourna pas, Daniel ne les avait pas appelés, ne s'était pas excusé, ne les avait pas poursuivis. À ce moment-là, sa confiance en elle avait disparu. À l'autre bout de la ville, dans une chambre au 2e étage, Maggie était assise, serrant un oreiller contre la fenêtre, incapable de dormir. Chaque fois que Greg mettait Lucas dehors, elle attendait qu'il s'endorme pour lui glisser une couverture ou une tranche de pain. Mais cette fois, Lucas ne revint jamais. Elle n'osait ni l'appeler ni descendre, la pluie s'abattait trop fort dans la maison. Le SUV gris de Daniel s'arrêta juste devant le portail du complexe. Le GPS l'avait conduit à l'adresse exacte indiquée par le garçon. Il coupa le moteur et sortit, ses chaussures s'enfonçant dans les flaques. La pluie tambourinait sur ses épaules tandis qu'il distinguait la silhouette d'un garçon sur les marches du porche plus mince qu'il ne l'avait imaginé, plus petit que dans ses souvenirs. Pendant un instant, Daniel ne sut que dire. 10 ans d'écart, un appel inattendu, et un seul mot, papa, si faible qu'il avait encore du mal à y croire. Lucas, appela doucement Daniel, craignant de se tromper de nom. Le garçon leva les yeux, rougi par le froid, mouillé de larmes. Tu es vraiment venu? Sa voix n'était pas une exigence, mais une question fragile, née de la peur et d'années de déception. Daniel s'avança sans un mot, retira son manteau et le posa sur les épaules de Lucas. Le geste n'avait pas besoin d'explication, il était tout simplement juste. Tu vas repartir, demanda Lucas, la voix tremblante. Daniel se figea, la question le transperçant d'une douleur familière, celle du regret. Il s'agenouilla et soutint le regard de son fils, plus jamais. Il secoua la tête, lentement et régulièrement, comme s'il scellait une promesse. Non, dit-il doucement. Je suis là maintenant. Lucas ne pleura pas. Il ne se précipita pas dans ses bras. Il resta simplement assis un instant, les épaules voûtées, puis se releva, son sac à dos déchiré pendant d'une main. Daniel tendit la main. Lucas hésita un instant avant de glisser sa petite main glacée dans celle de son père. Daniel la serra doucement, et ensemble, ils descendirent l'allée vers la voiture. De l'autre côté de la rue, une fenêtre s'ouvrit. Monsieur Lee, son voisin âgé, se tenait sous le porche ombragé, une tasse de thé à la main. Il les observait en silence. Daniel soutint son regard et lui adressa un léger signe de tête, Monsieur Lee lui rendit son regard, témoignant sans un mot de leur retrouvaille. Le moteur ronronna et ils démarrèrent. La pluie commença à tracer des sillons sinueux sur les vitres, brouillant la lueur des lampadaires. Daniel régla le chauffage, inclina le siège de Lucas et tenta de briser le silence. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose, s'aventura-t-il. Lucas s'enroula plus profondément dans le manteau qui l'engloutit, les yeux fixés sur les gouttes de pluie qui dévalaient la vitre. Il secoua la tête. Est-ce que ta mère sait que tu es parti? Insista Daniel. Non, murmura Lucas. Je ne lui ai rien dit. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Greg dormait. Daniel se tut, acceptant ce qu'il ne pouvait changer. Il comprenait que ce n'était pas la première évasion nocturne de Lucas. Si cela avait été le cas, le garçon ne tremblerait pas maintenant et il n'aurait pas appelé un inconnu à une heure pareille. À une heure, ils arrivèrent chez Daniel à West Heights, une vaste maison à la façade de briques, entourée d'arbres aux feuilles rouges. Des feuilles tapissaient l'allée comme un accueil discret. La lumière du porche se répandit d'une chaude lumière ambrée lorsqu'Amanda, la gouvernante, sortit. « Monsieur Daniel » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Daniel hocha la tête. « Voici Lucas, mon fils. » Lucas sortit de la voiture. Ses jambes étaient douloureuses, mais il se redressa et contempla la grande porte d'entrée,
la lueur des lanternes et le sourire bienveillant d'Amanda aux des choses qu'il n'avait jamais connues auparavant. Amanda ne posa pas de questions. Elle se pencha et murmura, « On t'a préparé une petite pièce. Si tu as faim, je peux te préparer des toasts tout de suite. » Lucas regarda Daniel, cherchant confirmation. « Tu es en sécurité maintenant, » lui dit Daniel. Lucas acquiesça timidement. À l'intérieur, le couloir en bois massif menait à un salon baigné d'une douce lumière. L'air sentait légèrement le cèdre propre, calme, presque trop paisible. Daniel se tenait juste derrière la porte, ses chaussures mouillées flottant au bord du tapis. Il se retourna et appela doucement, « Entrez !» Lucas franchit le seuil, hésitant à chaque pas, les épaules toujours fermes, comme s'il s'attendait au pas lourd et au regard froid de la maison de Greg. Une femme d'un certain âge sortit de la cuisine, les cheveux gris tirés en arrière, le tablier bleu pâle. « Alors c'est le garçon de Daniel ?» demanda-t-elle d'une voix douce comme une brise. Daniel hocha discrètement la tête. « Mon fils, Lucas. Je suis Amanda, la gouvernante de ton père, » dit-elle, le regard chaleureux. « Il fait frais ce soir. J'ai préparé quelque chose pour te réchauffer. » Elle désigna une assiette de pain grillé beurré et une tasse de lait saupoudré de cannelle. Lucas se glissa sur un tabouret et serra la tasse à deux mains, non pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait besoin de quelque chose à tenir. Daniel s'assit en face de lui, les doigts posés délicatement sur la table. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « D'accord, » marmonna Lucas. « J'y suis habitué. » La poitrine de Daniel se serra. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, demanda Amanda. Ce n'est pas un hôtel, mais je veux que tu te sentes comme chez toi. » Lucas hocha la tête, silencieux à nouveau. Son regard se posa sur la table comme si elle contenait toutes les réponses. Quelques heures plus tard, Amanda conduisit Lucas à l'étage, suivi de Daniel, chaque pas chargé d'une peur sourde. Au bout du couloir, une porte s'ouvrit sur une pièce baignée d'une douce lumière jaune, un lit simple impeccable, un petit bureau sous une fenêtre donnant sur le jardin, et une bibliothèque vide attendant d'être remplie. « J'ai nettoyé ton ancienne chambre, » dit Amanda. « Si quelque chose ne va pas, on pourra le réparer plus tard. Je serai en bas si tu as besoin de moi. » Lucas entra et s'arrêta pour examiner la poignée de porte, pas de loquet, pas de serrure. Un frisson de malaise le parcourut. Le souvenir de Greg entrant sans prévenir vacilla dans ses yeux. Doucement, il poussa une chaise sous la poignée et posa son sac à dos dessus, non pas pour vraiment barricader la porte, mais pour se prévenir en un clin d'œil si quelqu'un essayait de passer. En bas, Daniel était assis seul dans son bureau, la lumière de la lampe illuminant des dossiers qu'il n'avait pas ouverts depuis près de 10 ans. Il repensa aux paroles de Maggie, « J'ai besoin que tu restes », et au garçon à l'étage, serrant contre lui un manteau trop grand pour lui. Il expira doucement. Ce soir, au moins, il avait donné à Lucas la promesse de sécurité qu'il avait demandée. Mais face au silence qui s'était installé entre eux, pourquoi était-elle partie sans un mot? Comment avait-elle pu abandonner son fils pour vivre sous le même toit qu'un homme comme Greg? Elle avait été autrefois le genre de femme à se tenir devant une salle pleine d'investisseurs pour le défendre, à oser se disputer avec ses parents pour garder un enfant non désiré. Alors pourquoi maintenant baissait-elle la tête et supportait-elle quelqu'un comme Greg sans jamais se retourner ni demander de l'aide? À l'étage, Lucas était allongé sur le côté sous la couverture, les mains toujours posées près de la sangle de son sac à dos. La faible lueur de la veilleuse projetait une douce brume au plafond. Pas de pas, pas de bruit, mais il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à croire qu'il était en sécurité. Il n'arrivait pas à croire que cette maison, cet homme, ce lit existait. Ce qui lui semblait familier, c'était la peur. La paix, en revanche, lui était étrangère. Un enfant apprend à dormir près de la porte sans savoir qui pourrait entrer. Un père se replonge dans le passé, non pas pour l'excuser, mais pour comprendre comment il a tout perdu. Entre ces deux silences, un fil commença à se tendre. Il n'était pas encore solide, mais il était là, et personne n'aurait pu imaginer que quelques jours plus tard, un événement inattendu les entraînerait tous deux dans une spirale dont aucun ne pourrait s'échapper. Le lendemain matin, une douce lumière du soleil entrait dans la chambre du premier étage, filtrant à travers des rideaux de soie pâle. Lucas ouvrit les yeux non pas parce qu'un réveil avait sonné, ni parce que Greg criait habituellement en bas mais simplement parce qu'il s'était réveillé. Un chant d'oiseaux provenait du jardin, un chant qu'il n'avait jamais entendu dans leur ancien quartier. Il se redressa et jeta un coup d'œil autour de lui. La chaise de bureau était toujours appuyée contre la porte. Son sac à dos était resté intact.
Personne n'était entré, personne n'avait verrouillé la porte, personne n'avait frappé à la porte. En bas, Daniel était debout depuis un moment. Debout dans la cuisine, il tripotait la cafetière, les yeux rivés sur un petit bloc-notes griffonné de rappels, ne pas servir les plats trop chauds, ne pas poser trop de questions au petit déjeuner, acheter plus de lait non sucré. Amanda l'avait laissé la veille. Lucas descendit l'escalier pieds nus, les cheveux encore en bataille. Il trouva Daniel en train de se débattre avec le grille-pain. Daniel se retourna, lui adressa un sourire gêné et dit « Je me suis dit que tu aimerais du pain grillé ce matin. » Lucas hocha la tête et s'assit à la table, où un verre de lait, un bol de céréales et des morceaux de pommes soigneusement coupés les attendaient, le tout disposé avec soin. Ce n'était ni chic ni tape à accent grave-l'œil, mais l'atmosphère était étonnamment chaleureuse. « Tu as bien dormi ?» demanda Daniel. « Oui » répondit Lucas. C'était un peu étrange, mais je me sentais en sécurité. « Eh bien, » dit Daniel, « nous avons une liste aujourd'hui, de nouveaux vêtements, des fournitures scolaires, puis un arrêt à l'école pour déposer vos documents d'inscription. » Lucas s'arrêta en entendant le mot école, mais il hocha la tête, sans question, sans résistance, juste une acceptation silencieuse. Plus tard dans l'après-midi, père et fils allèrent au centre commercial. Lucas essaya quelques sweats à capuche simple et choisit une paire de baskets. Daniel ne fit aucune suggestion, il resta en retrait, observant en silence, et paya quand Lucas hocha la tête. Ils s'arrêtèrent dans une pâtisserie et partagèrent une part de tarte aux pommes. Pendant qu'ils y étaient, le téléphone de Daniel vibra. Ici Daniel Reed. Oh, Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix se crispa tandis que la gouvernante murmurait qu'un mystérieux visiteur demandait si, le gamin, était là. Le cœur de Daniel fit un bond. Merci. Ne réponds à personne, dis juste que tu ne sais pas qui est Lucas. Je m'en occupe. Au même moment, de retour dans la vieille maison, Greg fit irruption et renversa un verre de bière sur la table. Bon sang, elle a perdu la tête. Ça fait 2 jours que la gamine est partie et elle n'a pas appelé la police. Maggie était recroquevillée sur le canapé, son téléphone serré. Je sais où il est, mais je ne peux pas. Où? Demanda Greg. Chez ce riche salaud. N'est-ce pas lui qui l'a enlevé? Maggie ne répondit pas, les larmes coulaient depuis longtemps. Greg frappa la table du poing. J'appelle un avocat. Je vais le poursuivre pour détournement de mineur, pour enlèvement de mon enfant. Lucas est mon fils, il est à moi depuis 8 ans. Je l'ai nourri, je lui ai donné un toit. Il est sous ma responsabilité légale. Ce soir-là, Greg appela Mark Kingston, l'avocat qui l'avait autrefois aidé à échapper à un procès. La voix froide de Mark ne dit qu'une chose, si le garçon est mineur et que vous avez la preuve qu'il a été enlevé, nous pourrons porter plainte dès demain matin. Le lendemain, Lucas fit officiellement son entrée au lycée Saint-Brooke, une modeste école privée que Daniel avait choisie, pas trop compétitive, mais suffisamment structurée pour inculquer la discipline. La professeure principale, mademoiselle Hélène, une femme chaleureuse aux cheveux bouclés d'une 40aine d'années, au salua Lucas et lui demanda « Préfères-tu t'asseoir près de la fenêtre ou près du tableau ?» Il choisit la fenêtre. En classe, un garçon blond à lunettes nommé Samy lui tendit la main. « Je m'appelle Samy, j'ai entendu dire que tu étais nouveau. J'ai été transféré l'année dernière aussi. J'ai eu une trouille bleue. » Lucas sourit pour la 2e fois. Pendant la récréation, Lucas s'assit dans un coin tranquille en train de manger son sandwich. Samy le rejoignit. Ils ne parlèrent pas beaucoup, parfois, le silence suffit pour savoir qu'on n'est pas seul. Mais dans le bureau du proviseur, des rumeurs avaient déjà commencé à circuler au sein de l'association des parents d'élèves. Est-il vrai que ce garçon est le fils biologique de Daniel Reed? Le fils du milliardaire? J'ai entendu dire qu'il s'était enfui à un signal d'alarme, non? On devrait se renseigner avant de laisser nos enfants s'asseoir dans la même pièce. Le proviseur Barnes soupira. Il avait déjà vu ça, mais son instinct lui disait de ne pas le laisser passer. 3 jours avaient suffi pour qu'une paix fragile soit traînée dans le prétoire des préjugés, des soupçons et des mensonges murmurés. Ce soir-là, le froid s'est installé et, à la télévision du salon, le journal télévisé du matin a rediffusé l'interview de la veille. Greg était assis devant la caméra, les bras croisés, le visage sombre. Je ne pensais pas qu'il aurait encore le courage de se dire père. Ces 8 dernières années, je me suis occupé du garçon au repas, visite à l'hôpital et Daniel Reed ne m'a même pas envoyé de carte d'anniversaire. Que penses-tu qu'il veuille de Lucas maintenant?
Peut-être que ce sont les médias, ou peut-être qu'il y a quelque chose de son passé qu'il veut garder secret. Daniel n'a pas fini de regarder la séquence. Il a pris la télécommande, éteint la télévision et s'est assis, les mains jointes. Ce qui montait en lui n'était pas la colère, mais la honte. Lucas était assis à quelques pas de lui, silencieux, mais Daniel sentait qu'il avait tout entendu. « Tu n'es pas obligé de croire tout ce que Greg a dit », proposa doucement Daniel. Lucas hocha la tête, son visage indéchiffrable, aucune résistance, aucun soulagement, juste le calme d'une page tournée. « Il m'a sauvé une fois, quand j'avais une forte fièvre », commença Lucas d'une voix neutre et posée. « Il m'a aussi emmené chez le dentiste. Mais après ça, les coups, les cris, l'enfermement, c'était toujours pareil. » Lucas leva la tête, le regard exempt de ressentiment. « Une fois, je suis rentré tard de l'école à cause des embouteillages. Greg a dit que je mentais. Il m'a giflé si fort que ma tête a heurté le bord de la table. Maman m'a donné des médicaments, mais personne ne m'a jamais demandé si j'avais mal. » Les doigts de Daniel se resserrèrent. Il resta silencieux, laissant le poids des paroles de Lucas se déposer entre eux comme de la poussière. Quand il pleuvait et que je faisais une bêtise, il me faisait asseoir dehors sur le porche, a continué Lucas. Une fois, j'ai pleuré juste parce que j'avais eu une mauvaise note. Il a volé tous mes livres sur la table et a renversé ma chaise d'un coup de pied. J'ai tout ramassé et j'ai continué à étudier. Après ça, il a fermé ma chambre à clé et m'a dit, « Un enfant qui ne connaît pas sa place n'a pas besoin d'un coin étude. » Daniel se leva lentement et se dirigea vers le petit bureau au bout du couloir. L'ordinateur portable posé sur le bureau brillait d'un bleu pâle, reflétant la tension dans ses yeux. Il tapa un numéro, la main tremblante. « Vivian ? C'est moi, Daniel Reed. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. Pas demain matin, mais maintenant. » À l'autre bout du fil, Vivian semblait surprise. « Que se passe-t-il ? » « Je ne peux plus laisser mon fils vivre comme ça, » dit Daniel d'une voix ferme. « Rouvrez le dossier de divorce entre Maggie-Lan et moi. Je veux la garde exclusive de Lucas, pas de tutelle temporaire, rien de provisoire. » Il marqua une pause, puis parla plus doucement, « Je l'ai laissé tomber une fois. Je ne le laisserai pas faire une seconde. » 35 minutes plus tard, Vivian arriva. C'était une Américaine d'origine vietnamienne, avec de longs cheveux noirs, des lunettes fines et des gestes vifs mais empreints d'une empathie discrète sans dramatisation, sans émotion excessive, juste une femme qui comprenait le prix du silence au tribunal et qui se tenait toujours aux côtés des enfants qui n'avaient pas le choix. Daniel la conduisit à travers le petit jardin à l'arrière, où Lucas était assis sur un banc pour lire. Il leva les yeux, attentif mais sans crainte, comme un animal habitué à vivre dans une cage étroite. « Lucas, voici mademoiselle Vivian, » dit doucement Daniel. « C'est l'avocate que j'ai appelée pour t'aider à rester ici. » Lucas posa son livre. Il ne se leva pas, mais sa voix était claire, « Je n'ai pas l'intention de bouger. » Vivian sourit gentiment. Elle ne protesta pas et ne le corrigea pas, « Je sais, » dit-elle. Mais la justice n'écoute pas toujours les enfants. Elle écoute ceux qui ont les papiers. Si vous avez le courage de dire la vérité, le tribunal n'aura d'autre choix que de l'entendre. Lucas hocha la tête, puis se tut. Daniel comprit que le silence de son fils n'était pas un signe de défi, mais une réflexion. « J'ai besoin que tu travailles ce soir, Vivian, » dit Daniel d'une voix résolue. « Chaque preuve, chaque témoin, chaque détail administratif ou quoi que tu demandes, je l'obtiendrai. Mais ne perds pas ton temps. Je ne veux pas que Greg puisse se faufiler dans une faille juridique. » Vivian hocha la tête, d'un air calme et assuré. « Je vais commencer par les actes de divorce. Si quelque chose n'a pas été correctement documenté, nous le signalerons. » Daniel lui serra la main, son propre feu allumé non seulement par la colère envers Greg, mais aussi par la colère envers lui-même, persuadé pour une fois que le silence était une forme de protection. Non, le silence est un abandon. Et il n'allait pas laisser cela se reproduire. Ce soir-là, Lucas emprunta la salle d'études pour chercher de vieux manuels. Dans la cuisine, Daniel et Amanda préparaient un poulet rôti, le premier de Daniel depuis le départ de son ex-femme. Pendant ce temps, Lucas fouilla sous l'étagère et trouva un tiroir légèrement ouvert contenant une pile de documents et une fine enveloppe qui lui était adressée. Il hésita, puis l'ouvrit. L'écriture soignée au recto disait, « À Daniel, si tu veux encore connaître la vérité. » À l'intérieur se trouvait une lettre, « Je ne t'ai pas quitté. Jamais. Mais ta mère est venue, elle n'a pas crié ni menacé,
elle a juste posé un chèque sur la table et a dit, « Si tu aimes vraiment mon fils, tu ne gâcheras pas son avenir. » Je ne suis pas parti pour l'argent. Je suis parti parce que j'avais peur qu'en restant, je te force à choisir entre ta mère et moi et je n'ai pas eu le courage de te mettre dans cette situation. Quand Lucas eut fini de lire, ses mains étaient si serrées qu'une vive douleur lui traversa la poitrine. Non pas de la colère, mais quelque chose de plus froid et de plus perçant. La porte grinça. Daniel se tenait sur le seuil, les yeux rivés sur la lettre dans les mains tremblantes de son fils. « Papa, je ne voulais pas. » commença Lucas. « Ce n'est rien, dit doucement Daniel. Tu as le droit de savoir. » Daniel prit la lettre et la lut lui-même. Arrivé à la dernière ligne, sa main retomba sur son flanc et il resta silencieux un long moment. « Je pensais que ta mère était partie parce qu'elle ne m'aimait plus, murmura-t-il. J'étais en colère contre elle et contre moi-même. Mais je n'ai jamais, jamais, blâmé ma propre mère. » Lucas le regarda. « Grand-mère a vraiment fait ça ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux dossier de relevé bancaire, ses doigts se déplaçant rapidement vers une entrée, un virement de 150 000 $, effectué le 2 octobre 2014, du compte de sa mère à Monsieur Lane. Cela correspondait à l'heure du départ de Maggie. Cela correspondait à la lettre. Cela correspondait à ce sentiment de vide qui ne s'était jamais vraiment dissipé. Pour la première fois, Daniel s'autorisa à réfléchir, ma mère n'était peut-être pas aussi bonne que je le croyais. Certains secrets sont enfouis dans le silence et la confiance aveugle, mais une fois exhumés, ils ne changent pas seulement le présent. Ils vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre famille. Et maintenant, ce courant sous-jacent de vérité avait déclenché une tempête et elle ne faisait que commencer. Des pas résonnèrent dans la maison plongée dans l'obscurité, s'arrêtant à l'entrée du grenier. Maggie se tenait là, la main tremblante encore depuis quelques instants. Une marque rouge persistait sur sa joue, la main lourde de Greg avait laissé son empreinte. Elle ne pleura pas, elle avait appris à ne pas pleurer devant lui. Mais lorsqu'il traita Lucas ingrat parasite, quelque chose en elle se brisa. Elle se détourna et murmura dans le couloir vide, « Il est parti, et tant pis. Un enfant comme ça finit toujours par trahir son professeur. Tu le défends encore ? Souviens-toi, c'est moi qui ai payé sa scolarité. » Maggie ne dit rien. Elle monta l'escalier grinçant en silence, verrouillant la porte du grenier derrière elle. Dans le faible faisceau de sa petite lampe torche, l'air était chargé d'une odeur de vieux pain et de tissu moisi. Des cartons étaient adossés les uns aux autres, empilés au hasard. Des toiles d'araignée drapaient les cadres de fenêtres clouées, leurs fils de coton tremblant dans l'air vicié. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait, même si son cœur battait fort comme pour l'avertir de faire demi-tour. Enfin, dans le coin le plus éloigné, sous une bâche bleue délavée, elle l'aperçut, une simple boîte en carton marron, sans marque et couverte de poussière. Pourtant, le ruban adhésif qui fermait le couvercle était intact. Avec précaution, elle la posa sur le sol jonché de sueur et s'installa à côté, les jambes croisées. Ses doigts tremblaient en soulevant le couvercle, craignant que la boîte ne soit vide. Mais à l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle avait enfoui il y a si longtemps. Une enveloppe ivoire portait le nom de l'expéditeur Helen Reed en lettres élégantes. Dessous se trouvait un chèque impeccable de 150 000 $ et un contrat précisant le transfert des actions Westbridge, sans possibilité de réclamation après son divorce. Une note manuscrite, rédigée à l'encre bleue tremblante, disait « Accepter cette offre confirme que vous n'avez plus aucun lien avec Daniel. » Plus profondément dans la boîte, une brève lettre se déplia aux juste une douzaine de lignes glaciales, nettes mais impitoyables. « Il ne s'agit pas de vengeance, mais si vous tenez vraiment à mon fils, vous le laisserez partir. Tout le monde ne naît pas pour la même vie. Même la beauté ne peut survivre si elle ôte sa dignité jour après jour. » Maggie posa les papiers. Sa poitrine se serra, ses oreilles bourdonnèrent. Quand avait-elle lu ces mots pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait plus ou peut-être n'avait-elle jamais osé le faire. Personne n'a abandonné personne. Personne n'a menti. Sa propre voix résonnait dans le grenier exigu. Nous avons été séparés par une main à la fois douce et impitoyable. Des larmes s'accumulèrent soudain sous ses paupières. Cette fois, elle ne pleurait pas pour Greg ou Lucas, mais pour elle-même ou pour avoir laissé quelqu'un d'autre réécrire son histoire avec une plume puissante et silencieuse. Une larme tomba sur le chèque plié, toujours aussi intact qu'au jour de sa réception. Un léger coup frappé à la porte la fit sursauter. La porte du grenier grinça. La petite Mila se tenait là,
serrant un ours en peluche dans ses bras et vêtu d'un pyjama rayé. Les yeux de sa fille brillaient d'inquiétude. « Maman, tu pleures ?» demanda-t-elle d'une voix légère comme une brise. Maggie essuya ses larmes et parvint à esquisser un sourire pâle. « Non, mon cœur. Maman est juste un peu fatiguée. » Elle marqua une pause. « Lucas te manque-t-il ?» Mila hocha la tête et se laissa glisser sur le sol poussiéreux à côté d'elle. « Il me manque. Il me lisait des histoires. Papa Greg a dit que c'était un traître maintenant. » La gorge de Maggie se serra. Elle serra Mila dans ses bras. « Tu as raison, ma chérie. Lucas est quelqu'un de bien. » Sa voix se brisa, mais elle serra sa fille contre elle, levant les yeux vers les poutres sombres au-dessus d'elle. « Maman aussi apprend encore à être une bonne personne. Parfois, les adultes mettent plus de temps à apprendre que les enfants. » À ses côtés se tenait l'avocat Mark Kingston, serrant contre lui un épais dossier. Son visage était calme et impénétrable, le même masque impénétrable qu'il arborait chaque fois qu'il entrait dans une salle d'audience. La juge Rebecca Harlan, une femme d'une cinquantaine d'années, s'avança et frappa légèrement son marteau à 3 reprises. L'audience préliminaire sur la garde du mineur Lucas Reed est ouverte. Le requérant peut commencer. Mark redressa les épaules et s'adressa à la cour. « Votre honneur, Monsieur Greg Walters est le principal aidant de Lucas depuis l'âge de 4 ans. Bien qu'il ne soit pas son père biologique, Monsieur Walters est son tuteur légal, lui prodiguant des soins constants et un environnement familial stable. » Il fit signe au technicien du tribunal, et un grand écran s'alluma. Plusieurs clips vidéo défilèrent successivement, Lucas errant seul devant le portail de son école, une vive dispute sur le terrain de basket, un bulletin scolaire marqué de plusieurs notes insuffisantes. Ses comportements, poursuivit Mark, suggéraient une instabilité émotionnelle et une vulnérabilité aux influences négatives. Sa décision soudaine de quitter le foyer familial pour vivre avec son père biologique absent depuis près de 10 ans représente un risque sérieux pour son bien-être. Greg hocha la tête avec raideur, la gorge serrée, bien que ses yeux se tournèrent anxieusement vers Lucas, comme s'il craignait que le garçon ne s'enfuît à tout moment. « Vivian Rose, nous aimerions appeler notre premier témoin, Monsieur Lee, un voisin de longue date de Monsieur Walters. » Monsieur Lee se leva lentement, s'appuyant sur une canne usée. Sa voix était basse mais ferme. « Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres, mais cette nuit-là, j'ai vu le garçon enfermé dans la cour. Le vent était glacial, la pluie incessante, et pourtant il n'a pas pleuré. Il est resté assis là, serrant son sac à dos contre lui comme si c'était son seul refuge. Il marqua une pause, brandissant une photo pour que le tribunal la voie. J'ai pris cette photo. J'ai pensé la signaler, mais j'avais peur d'être mêlé aux problèmes des autres. » Un lourd silence s'installa lorsque la photo fut exposée. Vivian Rose s'avança de nouveau. « À présent, Madame Amanda Wilson, gouvernante de Monsieur Daniel Reed. » La posture d'Amanda était résolue. Lucas est arrivé chez Monsieur Reed grelottant et affamé. Le premier jour, il a mangé des céréales et des toasts comme s'il n'avait jamais eu de vrai repas. Ce genre de faim, dit-elle d'une voix tremblante, est plus que physique. Vivian hocha la tête, puis présenta le dernier témoin, Madame Sylvia Morton. Sylvia était mince, ses yeux brillants de détermination. « Je m'occupais de ce garçon quand il était petit, » commença-t-elle. Greg n'était pas toujours cruel, mais quand la colère le gagnait, il punissait Lucas en l'enfermant dans sa chambre. J'ai obéi, mais je n'arrivais pas à dormir, sachant que c'était mal. Quand j'ai parlé, j'ai été renvoyé. Le juge Harlan prit des notes minutieuses tandis que le visage de Greg pâlissait. Vivian se tourna doucement vers Lucas. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. » Lucas se leva, tremblant mais résolu. « Je ne suis pas un mauvais garçon, » dit-il d'une voix ferme. « Je voulais juste être aimé. Chez Greg, j'étais une ombre, une gêne. Je voulais juste qu'on me demande, comment s'est passée ta journée. Sans craindre une gifle. » Il jeta un coup d'œil à Daniel. « Papa n'est pas parfait, mais il écoute. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être important. » Des larmes coulaient sur le visage de Maggie dans la galerie. Personne ne bougeait. Certains silences, à noter le juge, sont plus éloquents que les mots. La juge Harlan frappa de nouveau du marteau. L'audience est levée. Nous nous réunirons à nouveau la semaine prochaine. Son regard s'attarda sur Lucas, toujours tremblant mais inflexible. Ce garçon n'a pas besoin d'être sauvé, il a besoin d'une chance de vivre dans la vérité. Ce soir-là,
Lucas ne mangea qu'un demi-bol de soupe avant de s'excuser. Dans sa chambre silencieuse, la porte se referma doucement, laissant Daniel seul dans la cuisine. Il serrait une tasse de thé froid, les mots de Lucas résonnant comme une flèche dans son cœur, « Papa n'est pas parfait, mais papa écoute ». Le lendemain matin, à 10 heures, un numéro inconnu sonna. Daniel répondit et entendit la voix de Maggie, « Je peux te voir, juste une fois, au vieux café près de Grace Church ». Il s'avança au soleil, conscient que la lumière ne guérit pas toujours les vieilles blessures. À l'intérieur du café, Maggie attendait, simple et sans fioriture. Elle lui tendit une fine enveloppe contenant des lettres, des chèques et des contrats, témoignages des combats silencieux qu'ils avaient menés. Daniel feuilleta les pages, se souvenant de la cicatrice de son départ. « Pourquoi es-tu resté avec quelqu'un comme Greg » demanda-t-il doucement. Les épaules de Maggie tremblaient. « Il m'a menacé » murmura-t-elle. « Il avait des dossiers, des avocats, je n'avais personne vers qui me tourner. » Sa confession se transforma en larmes. Daniel se leva et la serra dans ses bras depuis 10 ans. Elle murmura, « Je ne suis pas prête à appeler ça de l'amour, mais laisse-moi être près de notre fils. » Je me rattraperai de mon silence. Il hocha la tête. Pas de pression. Reprenons, doucement. Plus tard, Daniel trouva sur son bureau une autre enveloppe, envoyée par le journaliste d'investigation Daniel Ramsey. À l'intérieur se trouvait un brouillon d'article, L'homme privé de paternité, l'affaire Reed rouverte après 10 ans, avec photos, lettres et témoignages. Et avec eux, une chance de raconter enfin leur histoire. Lucas avait constaté dans le chapitre précédent que Daniel lisait chaque ligne de son brouillon. Il posa délicatement le papier sur le bureau, le plia soigneusement et le rangea dans le tiroir. Plus tard, Daniel décrocha le téléphone et composa le numéro de Lucas. « Merci, dit-il doucement, mais je ne vais pas publier ça. Tu ne veux pas que tout le pays sache la vérité. Je veux juste qu'une seule personne me croie. » Ce soir-là, le garçon au tribunal l'avait appelé « Papa ». Ce soir-là, Lucas s'installa dans le salon, les pieds posés sur une chaise, absorbé par son livre. Daniel s'assit plus loin, veillant à ne pas le déranger. Finalement, Lucas leva les yeux. « Maman est venue, n'est-ce pas ?» Daniel marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Je ne la déteste pas, » poursuivit Lucas d'une voix basse. « Je ne sais juste pas quoi dire. Elle baisse la tête comme si j'étais sa honte. » Daniel hocha doucement la tête et s'installa à côté de son fils. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, sans parole. Ceux qui causent de la souffrance ne méritent pas tous d'être haïs à jamais, et toutes les fissures ne doivent pas être réparées immédiatement. Parfois, lorsque la lumière filtre suffisamment, ces fissures deviennent le lieu où l'espoir commence à germer. Ce week-end-là, Riverside Park était baigné d'un doux soleil. Des feuilles dorées tapissaient l'herbe et les rires des enfants flottaient comme des cerfs-volants dans le ciel bleu clair. Daniel étendit une couverture à carreaux sous un arbre, les mains dépliant soigneusement une boîte à sandwich. Son regard suivit un groupe d'enfants à proximité. Lucas, désormais vêtu d'une veste bleu marine, courait après un ballon de foot avec Sammy Little, Alex, autrefois le pauvre garçon que Greg avait méprisé, et Nina, la fille aux cheveux crépus qui portait toujours une boîte de crayons. Un peu plus d'une semaine plus tôt, le procès s'était terminé. Greg avait retiré sa contre-plainte face à une chaîne de preuves irréfutables. Sylvia Morton, l'ancienne gouvernante, avait témoigné avec des détails poignants des violences infligées par Greg à Lucas et avait remis un enregistrement de la voix rauque de Greg ordonnant à Lucas de s'agenouiller pour avoir renversé de l'eau par terre. La juge Rebecca Harlan a rendu son verdict avec une chaleur sévère, Lucas Reed sera placé sous la tutelle légale permanente de Monsieur Daniel Reed, son père biologique. Ce garçon mérite un foyer où sa simple existence ne l'oblige pas à baisser la tête. Maggie n'était pas présente ce jour-là, mais Lucas est resté debout à l'appel de son nom, sans larmes ni peur. Plus tard, Helen Daniels, la mère de Maggie, s'approcha d'elle dans le couloir du tribunal. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant l'atmosphère tendue. La voix d'Hélène était basse et rauque. « J'avais tort, admit-elle. Mon orgueil m'a rendu cruel. Je t'ai traité comme une ennemie, alors que c'était mon fils qui avait besoin d'un foyer et c'est toi qui as essayé de lui en donner un. » Maggie ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête. Lucas passa alors, entendit chaque mot et, pour la première fois, croisa le regard de sa grand-mère non pas avec colère, mais avec une expression sincère et nouvelle. Daniel observait son fils, la main inconsciemment relâchée à son côté. Plus tard,
alors que les enfants se reposaient sous un arbre, une voix familière s'éleva, « Monsieur Reed ». Daniel se tourna et vit mademoiselle Hélène, la maîtresse de Lucas, une tasse de café à la main et un sourire doux. « Désolé de vous interrompre. Lucas a parlé du pique-nique familial d'aujourd'hui et, eh bien, je suis là. » Elle sortit une histoire imprimée d'une chemise beige. Lucas l'a écrite en classe. Elle s'appelle Le Père perdu. La surprise de Daniel s'adoucit à mesure qu'il lisait. Le récit ne faisait qu'une page, mais ces derniers vers le frappèrent de stupeur, le père perdu ignorait le chemin du retour, et pourtant le garçon resta à ses côtés sans larmes, sans colère, convaincu que l'amour le guiderait jusqu'à son retour. La main de Daniel se posa sur cette dernière phrase, une chaleur le submergeant. Cet après-midi-là, après avoir dit au revoir à ses amis, Lucas aida Daniel à enrouler la couverture de pique-nique et à plier les cartons vides. Il dit peu de choses, mais sur le chemin du retour, il surprit son père. Au lieu de se réfugier dans sa chambre et de fermer la porte, il la laissa entr'ouverte. Vers 9 heures, alors que Daniel lisait dans son bureau, on frappa doucement à la porte. Lucas se tenait dans le cadre, son pyjama froissé, serrant l'histoire imprimée contre lui. « Papa, dit-il d'une voix ferme, tu peux me la lire ?» Daniel se leva sans un mot et suivit son fils dans la chambre. Il s'assit près du lit, ouvrit les pages et commença, « Il était une fois un père qui s'était perdu. » À chaque mot, la guérison commençait non seulement par l'encre, mais par la présence. À la dernière ligne, Daniel marqua une pause, et Lucas murmura, « Celle-là, je l'ai écrite pour toi. » Daniel serra doucement la main de son fils, il n'y avait plus rien à dire. La fin de l'été arriva, avec un soleil plus doux, caressant les trottoirs d'un or pâle. Le premier jour d'école, Lucas se tenait à la grille en uniforme, sans plus la tête ni la courbe. Son visage était calme, uniforme, mais son regard exprimait une confiance tranquille. De l'autre côté de la rue, Daniel observait depuis la voiture, la fenêtre baissée, une bouteille d'eau à la main et le livre d'histoire que Lucas avait laissé derrière lui. Quand Lucas se dirigea vers un banc voisin, Maggie s'y assit non plus cachée dans l'ombre, mais vêtue d'un chemisier blanc, les mains posées calmement sur ses genoux, vide de sac à main et de téléphone. Sans un mot, elle souleva une petite boîte qu'elle conservait depuis que Lucas avait 4 ans. À l'intérieur se trouvait une photo usée, Daniel rayonnant, tenant le petit Lucas dans ses bras dans un parc, et en dessous, une lettre jaunie, « Si jamais tu as eu l'impression que je ne te protégeais pas, tu avais raison, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je m'y suis juste mal prise. » Lucas contempla la lettre un long moment, puis la plia, la remit dans la boîte et referma le couvercle. « Je ne te déteste plus, dit-il doucement, mais je ne suis pas prêt à t'appeler à nouveau maman. » Maggie expira doucement un pas de sourire forcé, juste du soulagement d'avoir enfin entendu son verdict. Daniel resta près de la voiture, appuyé contre elle, jusqu'à ce que Lucas bondisse, boîte à la main, et grimpe sur le siège passager. « Ça va ?» demanda Daniel. Lucas hocha la tête. « Ce n'est pas comme dans les films, papa. Pas de câlin, pas de musique dramatique. » Daniel rit doucement. « Alors c'est peut-être réel. » Sur le chemin du retour, le vent bruissait par la fenêtre ouverte. Ils s'arrêtèrent à la vieille boulangerie, là où Lucas avait un jour pris son premier sandwich des mains de son père. La vitrine portait encore sa petite fente. Mademoiselle Hélène fit un signe de la main en passant, Samy et Nina levèrent les mains de leur vélo, et Alex, perché à l'arrière du vélo d'un ami, cria « Lucas, n'oublie pas le bal de lundi. » Ce soir-là, Lucas laissa la porte de sa chambre ouverte. Sa lampe de bureau éclairait un épais livre de comptes près de 100 pages, une couverture aquarellée à la main, avec une étiquette indiquant « Le fils d'un père imparfait, mais qui revenait toujours ». Il s'arrêta, le regarda un instant, puis éteignit la lumière et s'éloigna, sans avoir peur de l'obscurité. Ceux qui s'éloignent de leur passé n'ont pas tous besoin de crier, de se battre ou d'attendre que justice soit faite. Un enfant qui devient assez fort pour écrire sa propre histoire montre, avant tout, que la douleur, entendue et patiemment guérie, peut devenir légère. Et ce père imparfait, au final, s'est retrouvé exactement là où il devait être, aux côtés de son enfant. Le parcours de Lucas ne se résume pas à la recherche d'un père, il s'agit de la quête d'un enfant en sécurité, en confiance et en estime de soi. Il nous rappelle que parfois, ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas de la perfection, mais de quelqu'un qui ne s'en ira pas au moment où il en a le plus besoin. Que pensez-vous de la décision de Maggie? Si vous étiez Daniel, auriez-vous pu lui pardonner? Et si vous étiez Lucas, auriez-vous gardé le silence ou auriez-vous réagi? J'aimerais beaucoup connaître votre avis.